Bonjour Bernard et merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Bonjour, c'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton rôle de proche aidant? Bien, moi Bernard le prénom, je suis dans ma 78e année. Donc je suis marié avec Catherine que tu connais, euh, puisqu'elle était concernée par la question. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, voilà, qui eux-mêmes ont aussi des chiens, voilà, donc famille assez large. J'ai moi-même été confronté à cette question-là donc il y a quelques années. Je suis toujours d'ailleurs à travers des contrôles réguliers. Donc la notion de rémission est importante, mais il faut la resituer dans cette réalité. Parce qu'encore une fois, ce côté cancer n'épargne personne. On en a sous toutes les formes, toutes catégories d'âge, voilà. Mais en même temps, ça ne doit pas être une chape de plomb quelque part. Donc il faut se positionner un peu là-dessus. Donc mon rôle est... Je ne sais pas, on peut parler de rôle, parce que qui dit rôle dit emprunter quelque chose. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est plutôt cette manière d'être ou d'essayer d'être face à quelque chose qui se présente, sur lequel il faut essayer de faire face. Euh, à la fois l'acteur, c'est-à-dire celui qui est concerné, et l'accompagnant, l'aidant ou les aidants, chacun doit arriver à trouver sa place. Donc c'est plus une manière d'être, ce que j'ai pu dire dans le passé il y a quelque temps, qui me semble plutôt être une forme de réponse, tentative de réponse face à un proche ou même un tiers. Parce que le tiers peut être une personne qui est directement concernée, mais qu'on connaît en tant qu'ami, en tant que relation, mais pas directement le noyau familial. Donc c'est multiforme ça. Moi, j'ai pas une réponse absolue là-dessus. Et puis le fait de dire, en définitive, ben, on va faire au mieux, c'est-à-dire un pas devant l'autre. Mon époux a souvent cette formule qui consiste à dire un pas après l'autre. Je pense que c'est assez juste comme formule. C'est-à-dire que quelque part, ben, le pas, oui, devant l'autre, mais où le mettons? Est-ce qu'il est au bon endroit? Est-ce qu'on c'est la bonne réponse? Je pense que c'est pas la prise de tête, mais c'est quand même des questions qui se posent. Je crois que le cœur et l'esprit doivent être un peu à ce rendez-vous-là. Si ces éléments-là sont là, on ne fera pas à la place de la personne directement concernée, mais on sera dans une position qui, quelque part, peut, à la personne concernée, apporter elle-même des formes d'aide qu'elle attend plus ou moins, pas forcément, et pas forcément de cette façon-là. Difficulté de trouver un peu le juste équilibre. Quel type de cancer a eu ta femme? Alors moi, bon, ça a démarré par la partie ovaire, utérus, enfin on ne sait pas quel était l'ordre, d'après les différentes phases, et c'est remonté jusqu'au côlon. Donc moi, ce que je retiens surtout, en dehors un peu de cette difficulté un peu repositionnée tout ça, c'est la chirurgie extrêmement lourde qu'elle a subie. Et en même temps, bah, tout ce qui a suivi, c'est-à-dire que ça s'est terminé, enfin ça s'est continué par de la chimio très lourde aussi. Ça a pris des mois et des mois. Ça, c'est le cadre qui est incontournable, qui relève des professionnels de la santé. Et ce que je ressens à travers tout ça avec le recul, c'est combien le rôle de ces soignants a été important, pas seulement dans la matérialité des actes, qui est absolument incontournable, mais plutôt quelque part dans la nature de la dimension humaine qui est prise en compte. Comment elle est prise en compte, comment elle est perçue par la personne, comment elle est comprise par l'entourage. Sans l'entourage n'a pas à se substituer à la personne qui fait l'objet de soins. Donc pour moi, c'était plus ce volet-là sur fond d'un diagnostic qui était clairement posé, mais où tous les acteurs dans la chaîne ont apporté ce supplément d'âme, d'humanité, qui quelque part, qu'on le veuille ou non, est nécessaire. Parce qu'on ne sait pas comment les personnes réagissent. Les personnes peuvent réagir très mal, elles peuvent réagir de façon extrêmement violente pour elles, quoi. Après, c'est les ressources que chacun possède. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir une épouse qui a une lecture de la vie qui est extrêmement positive. Euh,
Je pense que ça l'a énormément aidée et indirectement, elle a aidé les dents, d'une certaine façon. Donc, quand je dis les dents, je me mets dans cette boucle-là, mais quelque part, ça m'a aidé aussi, certainement, à la façon dont j'ai été amené à réagir. Toi aussi, tu as été touché par le cancer? Alors, mon parcours à moi, c'était plutôt dire, il y a un diagnostic qui est posé, il y a une solution qui est proposée, je ne discute pas de la solution. Moi, j'ai eu un cancer de la prostate. Donc, le discours des médecins est un discours qui est nuancé parce qu'ils connaissent pas la personne en tant que telle. Ils la connaissent en tant que patient, mais on ne sait pas comment chacun peut réagir. Moi, je comprends cette prudence, mais en même temps, je suis quelqu'un qui entend quelque chose et qui part de l'idée que le professionnel sait ce qu'il fait et sait ce qu'il dit. Donc, à part de là, moi, j'ai accepté le principe d'une intervention immédiate. Après, en découvrant que c'était une histoire de 3 sur 4 au niveau du type de cancer. Donc, c'était une ablation immédiate, donc qui a été faite quasiment dans les jours qui ont suivi, sauf simplement l'inscrire dans un planning, puisque les interventions, il y en a malheureusement de très nombreuses en tout genre. Donc, une fois que le processus était lancé, oui, c'est dénoué. Est-ce que j'ai Comment je l'ai vécu après? Moi, je l'ai vécu toujours dans la même logique. C'est-à-dire que quelque part, il faut faire en sorte que, si possible, pour tout le monde, pour le médecin qui a eu un acte à un moment très important, pour le patient, que tout le monde, quelque part, arrive comment dirais-je, que ça se passe le mieux possible. J'ai vraiment eu cette démarche en permanence et quelque part, c'est comme ça que j'ai abordé aussi d'une certaine façon le cancer de mon épouse. En fait, en pensant au cancer de mon épouse, je crois que les questions que je me suis posées, c'est comment elle va le vivre, comment les enfants vont réagir. Ça vraiment, c'est pour moi des choses importantes parce que la relation familiale est quand même importante, elle est forte. Mes enfants sont très différents les uns des autres, n'ont pas les mêmes capacités de réaction et donc les réponses sont forcément nuançables. Donc moi je reviens à ma situation, donc j'ai accepté chacune des étapes, avec ensuite un processus qui s'est matérialisé par de la radiothérapie, ce qui veut dire que l'intervention elle-même n'était pas suffisante, mais la radiothérapie, je l'ai pris de la même façon. En disant, en définitive, si on me impose de la radiothérapie, c'est parce qu'on juge que c'est nécessaire. Donc, allons-y. Le problème de la radiothérapie, c'est qu'on est sur des choses qui travaillent sur un spectre qui est assez large et qui touche beaucoup de choses. Donc, les tissus dans des zones comme ça, elles s'enchevêtrent, c'est compliqué, quoi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Donc, pour ma situation, certainement qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui a peut-être joué dans ma façon d'approcher cette question-là. Mais en même temps, moi, je vois d'abord mon épouse comme mon épouse. On n'a pas plus de 53 ans de vie commune sans, voilà, mettre énormément de choses, plus ou moins déclinables, déclinées, mais très importantes dans la vie quotidienne. Non, c'est vraiment être là qui a et cet être-là, je pense sincèrement, moi je le crois fortement, est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que, alors comment, ne pas se laisser envahir? Parce qu'il y a quand même des moments compliqués. Il faut arriver à les poser en disant, «Ce moment compliqué, c'est quelque chose, c'est une étape, c'est une parenthèse, ce n'est pas un caractère, définitif». Donc c'est ça qu'il faut arriver à essayer d'intégrer pour soi, parce que pour soi, l'acteur, qui est en face, qui est directement concerné, le sent. Il le vit, il le connaît, et il connaît l'entourage et donc faut arriver à faire un équilibre de tout ça. Voilà et faire confiance à la vie, hein. Je pense que franchement, je crois que la vie, est un don. C'est une, Ce n'est pas compréhensible qu'on le considère comme une galère, même si on a des galères dans l'existence. La maladie est une forme de galère, mais la vie est quand même a une forme de générosité, c'est une générosité de pouvoir y participer. Donc il faut la rendre, non pas stérile, mais il faut la rendre, vivante.
donc active, encore une fois. La nature, par exemple, la nature est silencieuse, mais la nature est pleine de vie. Et l'être humain participe un petit peu à tout ça, hein. Donc c'est important de rester sur des choses qui sont simplistes, en même temps qui peuvent être un peu profondes, mais sur lesquelles il faut un petit peu s'attarder, faire un petit peu attention un petit peu à tout ça. En quoi cette expérience de patient t'a aidé en tant que proche aidant auprès de ta femme? Moi, ce qui m'a paru encore une fois important, c'est une addition. C'est-à-dire, je considère que la notion d'aidant, elle est multiforme et elle se décline par rapport à la personne, par rapport à soi-même. Et là, elle prend, dans cette grande diversité, des réponses qui sont en vécu, à l'expérience, ce qu'en attend la personne en question. Moi, j'arrive à la conclusion que l'aidant est indispensable, il est incontournable. Il faut des professionnels. Mais un professionnel sans humanité, ça n'existe pas. Donc la dimension humaine, et c'est la force que vous offrez au niveau de votre structure, c'est que vous offrez quelque chose qui n'est pas seulement des actes d'accompagnement, qui sont des formes entre guillemets de thérapie multiples, mais qui sont aussi la prise en compte de cet aspect-là. S'il n'y a pas quelque chose de cette nature-là, je veux dire, c'est une masse inerte, c'est creux. On peut faire du professionnalisme. Tout le monde est capable de faire du professionnalisme, du professionnalisme. Mais qu'est-ce qu'on y met dedans comme chaleur, comme apport, etc. Quelque chose qui prend du sens. Et l'aidant est dans cette question-là. C'est-à-dire, en définitive, quel sens ça peut prendre, quel sens ça prend, et quelque part, est-ce que j'ai un retour sur ça qui peut me permettre ensuite d'avancer, de modifier et en tout cas de construire quelque chose dans cette relation à autrui. Parce que là, on est vraiment dans une relation aux autres hein, en tant qu'aidant. Donc, oui, une lecture un peu différente rapportée à ce problème de cancer, de ce que signifie la notion d'aidant, mais en même temps qui renvoie toujours à de forme de vérité éternelle, si on peut parler ainsi, qu'en définitive, on est toujours dans un rapport à autrui, et si dans le rapport à autrui, il n'y a pas quelque chose qui se passe sur la qualité, entre guillemets, de l'échange, ça ne peut pas fonctionner. Comment vous avez vécu l'annonce du cancer de ta femme? Ce qu'il y a dans notre couple, il y a des choses qui relèvent du dire et du non-dire. Donc il y a des choses qui sont certainement du domaine du ressenti. Moi, j'ai un caractère extrêmement différent de celui de mon épouse. Mon épouse elle est beaucoup plus nuancée dans le propos. Moi, j'aurais tendance à être beaucoup plus direct. C'est pas forcément une qualité, hein. Mais ce qui fait que tout ça se complète quelque part. Donc ça veut dire oui, dans notre relation. Est-ce qu'on en a énormément parlé? Non. Est-ce qu'on en a parlé? Oui, on en a parlé à certains moments. Mais dans les moments difficiles, c'était simplement de la présence mutuelle. Comment trouver l'équilibre entre le rôle d'aidant et la place de mari dans le couple? Je suis le mari, mais c'est pas, encore une fois, c'est le couple qui est en jeu là. Or le couple, c'est 2 entités. C'est l'épouse et le mari. Donc c'est dans la relation, dans le rapport de couple que les questions, pour moi, elles se posent. Elles se posent pas directement en tant que mari. Elles se posent comme composante d'un ensemble où on est deux. Et quelque part, on est plus que deux, parce qu'il y a quand même ces liens charnels avec les enfants. Donc, moi, je l'ai concilié, jamais j'ai considéré que mon aide devait être celle qui était attendue, quelque part, que j'étais capable de décoder en termes d'attente, à des moments, pas d'attente du tout. Donc ça fait partie aussi des choses importantes. Et à savoir qu'à un moment, on peut penser que le conjoint n'attend pas, puisque le conjoint est confronté lui-même à quelque chose. Donc c'est plutôt comment on est toujours par rapport à ça. Donc moi, j'ai pas considéré qu'il y avait eu un bouleversement matériel dans ma vie, parce que déjà dans la vie antérieure, euh, voilà, on est en binôme quelque part, on fait les choses, elle fait ses choses. Moi, j'ai toujours le souci, en plus, c'est pas le souci, mais ma lecture de la vie. Je pense dans un couple, effectivement, on est deux, mais c'est deux réalités différentes. C'est-à-dire que mon épouse a son parcours, moi j'ai le mien. On a construit quelque chose ensemble, mais quelque part, tout ça est toujours là.
Autrement dit, mon épouse a une vie personnelle dans ses relations, dans ses contacts, dans ce qu'elle fait, importante. Moi, pareil de mon côté. Est-ce que ça est indépendant? C'est indépendant sans l'être. C'est de la complémentarité. Donc ça veut dire qu'à un moment, ça se retrouve, c'est des moments, sa vie, entre guillemets, sa propre vie. Et dans cette histoire de maladie, c'est une reproduction aussi de quelque chose de cette nature-là. Donc c'est, encore une fois, une présence, sans être pesant. Et la manière de dire que c'est pesant ou de comprendre que c'est pesant, elle s'entend dans ce que dira ou ce qu'on ressent dans ce que dit le couple, dans ce que dit le partenaire appartenant à ce couple. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai pas eu de changement fondamental, donc je le mets au singulier dans ma vie quotidienne, hormis prendre en compte cette réalité-là, au même titre que mon épouse a dû prendre en compte la réalité de ce que je traversais à un certain moment. Je crois vraiment que c'est cette nature-là. Il peut y avoir des changements profonds dans le couple, parce qu'il y a des couples qui le vivent très mal, à la fois le patient, à la fois l'aidant, donc ça peut être l'homme ou la femme, hein, selon, hein. Donc on peut avoir effectivement, mais nous on n'a pas été confronté à. Enfin moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Et je ne pense pas que mon épouse a été confrontée comme ça. Elle a dit il y a quelque chose, on va essayer de résoudre ça en ce qui la concerne. Moi j'ai eu là avant, sans en parler, il y a eu quelque chose. Il faut arriver à sortir de ce truc-là et puis donner sa chance à cette vie qui est une chance pour chacun de nous. Qu'est-ce que ça représentait pour toi le fait d'être présent à tous les rendez-vous et pour ta femme? Alors moi j'ai eu très tôt, c'est paradoxal d'ailleurs, parce que pour ma part, moi j'ai pas jugé utile que mon épouse soit présente. Non pas que je dénie quoi que ce soit. Et pour moi c'était comme ça que les choses devaient se faire. Pourquoi? Parce que j'ai estimé que dans la situation de mon épouse, en dehors, si elle m'avait dit ne viens pas, j'aurais respecté, incontestablement. Mais en même temps, je sais qu'on a plus à obtenir après le rendez-vous médical dans l'échange qu'on a à l'intérieur du couple. Et dans ma logique d'aide, entre guillemets, en voulant aider, j'ai considéré qu'il valait mieux que j'entende ce qui se disait, non pas pour rassurer mon épouse, mais peut-être être présent si elle avait des questions après. Est-ce que tu as compris ceci? Est-ce que tu as compris cela? Qui est toujours quelque chose qui peut se présenter. Donc, je me suis dit, là, il vaut mieux que je sois avec elle. Et d'ailleurs, ce qui est caractéristique, c'est que l'oncologue m'a dit, votre mari parle très peu. Même si là, je parle beaucoup. Mais votre mari parle très peu. Parce que j'étais vrai, et je suis toujours dans l'optique d'écouter, d'essayer d'intégrer le mieux possible pour pouvoir ensuite, éventuellement, ce qu'on fait. On le fait de manière extrêmement naturelle. C'est-à-dire que quand on sort, on rediscute entre nous, non pas pour refaire entre guillemets, le film, c'est pas ça. Mais d'abord, pour constater qu'il y a énormément de disponibilité humaine de la part de l'oncologue qui suit mon épouse, hein. Ça, c'est vraiment un élément, moi, je tire mon chapeau, parce que c'est quand même des gens c'est de chair et de sang qui sont confrontés à des réalités extrêmement dures et qui, quelque part, en tout cas dans ce cas-là, ce médecin, c'est une femme qui prend énormément de temps pour discuter. Et elle discute professionnelle, elle discute, est-ce qu'elle discute pour rassurer? Certainement, dans son professionnalisme, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a encore une fois cette dimension humaine. Et là, dans le cas de mon épouse, c'est quelque chose sur lequel elle est extrêmement attentive. Elle est vraiment, pour elle, c'est très très important. Et Dieu merci, ça se passe bien de ce côté-là. Donc moi, ça, je l'entends. On en rediscute un petit peu après. Et puis, le discours s'étaye de choses diverses touchant la vie de tous les jours. Donc, à la fois dans cette discussion avec le médecin, et ensuite dans la discussion au sein du couple, moi en tant que mari, elle en tant qu'épouse, et vice-versa. Tu as besoin d'instants pour te ressourcer, des bouffées d'oxygène. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Alors les instants, ça peut être des choses, ce sont des choses de la vie de tous les jours. C'est pas on va faire un grand voyage,
Oui, on peut avoir ça à un moment, hein, mais c'est la notion de projet. Pour moi, ça va être de dire: «Bah, écoute, tiens, là, on arrête tout, on va se faire un petit resto, sympa. Tiens, on fait venir les enfants». Donc on met des éléments de vie, de la vie quotidienne, qui sont des moments un peu, qui sortent un peu de la vie de tous les jours, quoi, en quelque sorte. Mais sans être dans l'excès. Je suis pas sûr que ce soit vraiment productif en tant que tel, ou en tout cas, on s'aperçoit qu'on a pu bénéficier quelque chose à un moment donné, mais en définitive, le temps va passer là-dessus. Donc resterait le souvenir. Donc c'est dans l'immédiateté que les choses se passent. Donc l'immédiateté, ben, tu as envie de quelque chose? Oui. Ben, on essaye de faire. Tu rien envie? Non, on fait rien. On va rien faire. On va rien faire. Ça va être un moment un peu privilégié comme ça, où on va discuter de choses et d'autres. Tu as envie d'être tranquille? Tu es tranquille. Tu as envie de prendre un bouquin? Tu vas te prendre un bouquin. Franchement, je crois que la réalité de la vie, c'est aussi ça. C'est-à-dire dire à des moments. Mais la relation de couple est là. Donc la relation de couple, elle n'est pas un tapis uniforme, un tapis magique. Elle est faite de choses qui peuvent être. Il peut y avoir des désaccords, c'est partie de la vie du couple. Mais après, il faut ramener les désaccords essayer de les ramener, encore une fois, à une juste mesure, avec des caractères très différents. Moi, j'ai un caractère où je peux, non pas je m'emporte, mais je vais être très direct, comme je le disais tout à l'heure. Alors évidemment, pour moi, ça va être une chose quasiment naturelle, mais pour le partenaire, pas forcément évident. Donc, mais le partenaire ramène dans l'axe, en disant là, non, voilà. Ça donc les moments, oui, ces moments un petit peu de. Moi, je les ramène dans les moments de la vie de tous les jours. La vie, encore une fois, est une chance, mais comme toute chance, il faut savoir aussi pas seulement la saisir, mais il faut savoir la garder. Alors, est-ce que c'est facile? Bah non, c'est pas facile. Parce que la vie de tous les jours, elle est faite de choses multiples, de choses faciles, de choses moins faciles. Mais il faut rester dans cette cohérence-là. Comment vos enfants ont vécu le cancer de ta femme et le tien auparavant? Moi, je crois que c'est les enfants d'abord, chez moi, les trois, à leur façon, ont un instinct protecteur. Donc, ils ont un rapport aux parents qui, on va ménager les parents. Donc, ce qui veut dire que quelque part, souvent, ils vont éviter quelquefois de dire en pensant bien faire. Je le comprends, mais en même temps, à certains moments, la vérité fait, ou la réalité fait, qu'on est rattrapé un petit peu par tout ça, et on parle forcément de certaines choses. Et là, c'est les situations qui commandent un petit peu tout ça. Ça veut dire que les situations, à un moment, on va dire, ben voilà, il s'est passé ça, et les circonstances vont faire qu'à un moment, on va être amené à en parler, mais de manière quasiment naturelle. Autrement dit, ce qu'on voulait éviter au départ, sous forme d'une espèce de protection, encore une fois, amène, qu'on le veuille ou non, à certains moments, à revenir dans cette réalité-là et à un petit peu discuter. Et comme il y a une approche qui est globalement extrêmement bienveillante, positive, affective, bon, voilà, avec tous ces mots superlatifs qu'on peut utiliser, les choses se passent relativement bien. Donc quelque part, ça, c'est un réconfort. C'est important. C'est-à-dire que quelque part, on s'aperçoit que cette disponibilité du cœur et de l'esprit qui essaye de ménager en permanence, mais qui n'est pas feinte, parce qu'elle procède de beaucoup de générosité, d'affection, etc., euh, aide, donne quelque part une forme de force complémentaire. Parce qu'on sait que quelque part, il y a quelque chose de fort qui existe. Et cette force-là, ben, il faut la prendre. Il faut la prendre pour ce qu'elle est. Il faut la prendre en disant, mais attention, les enfants aussi souffrent de cette situation. Et comment essayer est-ce qu'on peut leur parler? Oui, on peut leur parler, on doit leur parler. Mais est-ce qu'on doit leur parler dans un rapport de parent-enfant? Non. On doit parler dans un rapport de quelque chose qui existe, sur lequel ben, c'est la situation qui commande, qui fait que à un moment on va l'aborder, etc. Et tout ça, je pense, sert tout le monde. Ça va servir l'aidant, il va servir la personne qui est confrontée à la maladie, il va servir les aidants du deuxième cercle ou du premier cercle. Quand je dis le premier cercle, c'est le mari, dans le cas présent, ou c'était mon épouse dans mon cas, mais les enfants en font partie. Donc,
Je crois qu'il n'y a pas de réponse complètement satisfaisante à ça. Encore une fois, c'est la disponibilité. Et cette dispo, alors elle se traduit aussi par des actes quelquefois extrêmement concrets. Euh, Bon, à certains moments, il y a eu certains besoins pour des déplacements ou des choses comme ça. Euh, les enfants ont été présents. Euh, Quand mon épouse a fait, parce que mon épouse a fait une crise d'épilepsie, c'est là que j'ai eu, franchement, j'ai eu très très peur, sincèrement. Et je sais que mes enfants ont dit on vient. J'aurais dit ne venez pas, parce qu'on était dans l'urgence absolue. Euh, une de mes filles, elle a passé outre. Et est-ce que les autres ont eu tort de ne pas m'écouter? Non, ils ont eu raison de m'écouter. Est-ce que ma fille a eu tort de venir, une de mes filles de venir? Non, elle a eu raison aussi de venir. Donc, j'ai pas une bonne réponse à ça. Je pense vraiment, c'est chacun a fait ce qu'il a senti, qu'il pensait pouvoir faire, en ayant une logique de ménager en permanence, ce qui était tout à leur honneur, quelque part, pensant bien faire, mais ils n'ont pas mal fait. Ils ont fait ce qu'ils estimaient à un moment. C'est pas simple. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a, encore une fois, être. Franchement, pour moi, c'est être. Et, et être, ça se définit pas. Ça se définit pas, ça se constate. Quelle place ont eu vos proches dans vos deux parcours? Alors, moi, je parle du cercle familial, j'en ai parlé juste un petit peu avant. Donc, c'est quelque chose qui est quelque chose de précieux, qui quelque part n'a pas besoin de matérialisation par des démonstrations multiples d'affection, etc., même si il y en a forcément dans la vie de tous les jours, un coup de fil, une présence physique, etc., ça existe. Mais on sait que derrière, il y a quelque chose il y a une espèce de gisement de quelque chose voilà, qui est en mouvement permanent et qui participe à cette construction, préservation, persévérance de notre couple. Tout ça joue, tout ça interfère, etc. Donc c'est un ensemble en tant que tel. Derrière, il y a le cercle des amis. La difficulté dans la maladie, c'est que souvent, les gens ne savent pas comment prendre cette situation-là. On- et ça me paraît naturel. Parce que les personnes, indirectement, quand une relation est sincère, ils sont affectés par ça. Ce qui est humainement totalement compréhensible. Mais en même temps, on peut être extrêmement maladroit en voulant être bienveillant. Donc, c'est pas facile. Mais je crois vraiment à ce qui est important, c'est les échanges de messages, les appels téléphoniques. Euh, Moi, j'ai eu quelques appels téléphoniques où je sortais par exemple de l'hôpital. Je venais de voir Catherine. Je me retrouvais face à moi-même, en sachant que Catherine aussi, elle était elle-même dans son milieu, etc. Donc ça travaille. Mais me retrouvant à un moment, bon, je rentrais chez moi. Bien. Et j'ai un coup de fil. Je rentre en ayant intégré un certain nombre de choses pendant plusieurs heures, euh, en passant à un moment autre chose tout en étant encore en connexion, et je reçois un coup de fil. Et la nature de l'échange, j'étais confronté à ça, me déstabilise complètement. Donc c'est me déstabilise dans le sens que, parce que quand des mots sont prononcés, des phrases sont prononcées, ben on les entend, on les écoute, on y répond. Donc on intègre autre chose. On intègre une réalité, non pas autre que celle qu'on vient de vivre, mais on a quelque chose d'une autre nature, toujours par rapport à la maladie, mais qui s'exprime. Et là, il faut essayer de répondre. Et là, il y a des choses qui remontent en surface. Ben, il faut essayer de passer ça également. Et quand on a passé ça, en fait, ça a été un boni, ça a été un plus, parce que ça a permis quelque part de faire exprimer quelque chose euh, qui était là et qui ne s'exprimait pas, alors qu'on pensait qu'en définitive, revenir dans le cocon d'un appartement, dans sa configuration où c'est paisible, voilà, c'est son cadre de vie.
en disant, ben là, oui, effectivement, il y a eu quelques heures à l'hôpital qui ont été eux-mêmes positifs, mais dans une configuration qui est ce qu'elle est, en disant, et le coup de fil ou l'échange recrée quelque part autre chose, crée de l'instabilité, mais qui en même temps, une fois raccroché, a apporté quelque chose de positif. Donc oui, le cercle des amis est extrêmement important. Et il n'y a pas, encore une fois, de mauvaises paroles. Il n'y a pas de paroles maladroites. Il y a des paroles du cœur, de l'esprit, et ça, il faut l'accepter. Et c'est non seulement il faut l'accepter, mais le considérer aussi que c'est une chance, d'une certaine façon. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible dans l'ensemble de ces configurations pour les gens qui sont seuls. Et la solitude existe. Donc ça, moi, je suis vraiment conscient de cette problématique-là. D'où, encore une fois, des structures type comme la vôtre, qui apportent des soins de support extrêmement diversifiés, correspondant à des multiples demandes, encore une fois, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes types de demandes. Le cercle familial, le cercle des amis, etc., ce sont des choses, des éléments, des constituants, des composantes de la vie qui sont absolument nécessaires, qui sont quelque part nécessaires. Autrement dit, c'est un refus du vide. C'est un refus. Or, quand vide il y a, c'est là qu'il faut essayer de bouger, considérer que le vide n'est pas une fatalité. Le vide, on est aussi un acteur du vide. On a une responsabilité vis-à-vis de son vide. Bah, le vide, quand il ne convient pas, on le comble. Parce que le vide, il y a de la vie dans le vide. Donc il faut lui donner matière à quelque chose. Et cet aspect-là, il est dans le regard qu'on porte tous les jours. Certains vont dire, ben, moi je retrouve mes plantes peut-être chez moi, c'est une manière un petit peu de retrouver une connexion positive. Mais pourquoi pas? Autrement dit, quand je dis le vide, c'est quand il y a quelque chose qui est du domaine d'une passivité absolue. La passivité absolue, non, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Euh, il faut, je crois que la vie, elle est faite, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a des contraintes, bien sûr, mais tout le monde a des contraintes, quelle qu'en soit la nature. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose en disant il y a entre guillemets, il y a des obstacles plus ou moins difficiles à franchir, ou est-ce que il faut en permanence se complaire dedans? Moi, j'ai tendance à considérer que on n'a pas à se complaire dans les obstacles, même si ça peut être rude, hein, quelquefois. Non, mais il y a autre chose à côté. Donc c'est pas la fuite, c'est l'acceptation de quelque chose, plus ou moins évident, plus ou moins facile, plus ou moins difficile, mais quelque part, on fait avec. Est-ce que tu as eu recours à des soins de support et quels sont ceux que ta femme a suivis? Non, moi je suis resté dans une logique extrêmement concrète, c'est-à-dire sur concrète par rapport à ce que j'ai vécu, hein, c'est-à-dire entre guillemets, l'accompagnement médical stricto sensu. Je n'ai pas estimé utile, mais j'ai fait quelque chose en périphérie, c'est-à-dire que j'ai fait de la kiné. J'ai essayé de reprendre un petit peu de la gym, mais je n'ai pas eu les réponses que j'attendais. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas poussé l'affaire suffisamment loin? Je pense que oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire que quelque part, je crois que c'est nécessaire, mais je dis pas que c'est pas nécessaire pour moi, mais je n'ai pas trouvé le juste tempo. Pour mon épouse, je sais elle a multiplié certains types de soins. Je sais qu'elle est ouverte à tout. Elle est ouverte sur le type de prestations que vous faites et en même temps, elle est extrêmement sensible au dialogue. Ça veut dire que des personnes comme Faustine, elle me parle beaucoup de Faustine. Catherine aime beaucoup Faustine, mais je pense que Faustine, c'est par rapport à l'échange qu'elle a avec elle. Donc au-delà de ce que Faustine peut apporter en tant que professionnelle, c'est la qualité de l'échange. C'est ce côté humain qui est absolument important
Et au niveau de votre structure, vous êtes tous plus ou moins sur ce registre-là. Après, c'est forcément des choses plus nuançables selon les types de personnalité, mais ça joue dans les deux sens. Voilà. Un aidant peut se sentir plus d'affinité avec une autre personne qu'avec une autre personne, c'est logique. Il y a l'acte professionnel et puis il y a la relation avec la personne. Donc c'est un ensemble qui est extrêmement vaste. Moi, je reste sur cette configuration. Un, c'est nécessaire. Je crois à la nécessité de ça, mais il faut le bon tempo pour la personne par rapport à ce type de soins. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mais peut-être parce que je n'ai pas passé par les étapes extrêmement difficiles qu'a vécu mon épouse. Donc, moi, je suis parti de l'idée, mon épouse prend tous les soins qu'elle veut, dès lors qu'il y a une bonne adéquation par rapport à ce qu'elle ressent, encore une fois, et elle le vit. C'est-à-dire que dans la durée, elle-même va dire non, ça ne me convient pas. Donc c'est le soin, c'est pas forcément la personne, c'est le type de soin ne me convient pas. Donc il y a à la fois une acceptation qu'il faut essayer peut-être d'eux, et puis voir ce qui va et ce qui ne va pas. Tu décris la complicité patient-aidant comme un oui à la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, je crois qu'une des choses énormes qui nous pollue, c'est à la fois ce qui relève du négatif, d'une manière générale. Il y a beaucoup de choses qui interpellent. On est quand même dans une société où la violence est très forte, euh, et quels que soient les échelons. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui profondément, sauf à vivre sur une île déserte, mais celui qui serait sur une île déserte serait confronté à une autre forme de violence aussi. D'accord? Ne serait-ce que la violence de la solitude, la violence du paysage qui bouge pas, ça finit par être quelque chose qui va être extrêmement prenant, etc. Donc, on est dans un monde où le sombre est très présent. En même temps, il y a dans l'existence matière effectivement à se réjouir aussi. Ne serait-ce que parce qu'on est en vie, qu'on a cette capacité de pouvoir réfléchir, de pouvoir essayer de raisonner, euh, et non pas en hurlant, voilà, comme des veaux à la moindre contrariété. C'est quand même quelque chose qui nous est offert. Qu'est-ce qu'on en fait? Si on veut en faire quelque chose, ça veut dire qu'on sourit à la vie d'une certaine façon. On cherche à sourire à la vie d'une certaine façon. Donc, les éléments positifs, c'est tout cet ensemble fait des points de détail, des grands ensembles. Il faut se réjouir quand on arrive le matin à se lever, encore une fois, à peu près en forme, que les journée se passe bien, quand il fait beau dehors, quand on voit un rayon de soleil, quand on est capable de dire bonjour à son voisin et recevoir un bonjour de son voisin. Je veux dire, c'est ça les petites chances de la vie, les petits clins d'œil de la vie. C'est ça qu'il faut accepter. Donc, et en hiver, alors est-ce qu'en hiver, parce qu'il fait noir, rien ne va, on va tomber dans la psychose la plus complète? Pas du tout. Non, il y a autre chose. Il y a même la pluie, je veux dire, elle peut être aussi agréable aussi. Encore une fois, c'est comment on aborde la vie. Si on aborde la vie avec du gna gna gna, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et faut-il se battre contre ça? Pas forcément. Je pense qu'il y a des moments où il faut peut-être se faire un peu plus violence, mais il y a des moments, c'est simplement être conscient de ça et dire, attendez, là, ça marche pas, là. Faut que je passe à autre chose, là. Je suis en train de faire quoi, là? Donc c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Donc, c'est ces espaces encore une fois, dans lesquels il faut arriver à se situer pour être, encore une fois, non pas pour l'éviter, il n'y a pas question d'être hors sol, mais il n'y a pas question non plus de se laisser ronger par cet aspect sombre qui nous est présenté en permanence et qu'on voit en permanence. Non, il y a des choses positives. Et encore une fois, encore une fois, ne serait-ce que voir un chien qui passe tranquille, cool, ça peut être aussi un petit clin d'œil. Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça. Il n'y a pas de grand-messe, hein. La grand-messe, pour moi, c'est la notion de projet à réaliser, hein, ou essayer de réaliser. C'est la notion toujours du futur. Je suis désolé, le projet, le futur, c'est l'après. Mais avant, après, l'après, il y a quelque chose avant. C'est le quotidien. Le quotidien, on en fait quoi?
Alors le quotidien se nourrit du passé, peut-être, et il se nourrit sur une projection sur l'avenir, peut-être, mais pour le moment, c'est le quotidien. Donc est-ce que le quotidien, c'est avoir le nez sur le guidon et ne rien comprendre et ne rien voir? Pas du tout, c'est pas ça. Simplement considérer que le quotidien, il se nourrit à la fois de ce qui est un peu avant, il prépare un petit peu ce qui est après, puisqu'il absorbe des éléments qui permettent justement de passer à autre chose. Donc c'est tout cet ensemble-là. Donc, et quand on est capable de dire, en définitive, qu'est-ce que toi tu essayes d'apporter et en définitive le regard que tu portes, dans ton environnement, fait qu'en définitive tu es capable d'accepter, un certain nombre d'éléments, bah, tout ça s'ajoute. Donc on passe à quelque chose qui est encore une fois construit, constructif et qui permet d'avancer. Comment est-ce que tu considères l'après-cancer et en quoi c'est un renouveau? Moi, sur l'histoire du renouveau, je te l'ai expliqué. La notion de renouveau, il y a toujours quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui sert d'expérience. Qu'on le veuille ou non, l'expérience ne disparaît jamais. Donc le cancer a été, le cancer est quelque part. Est-ce que on est guéri? Oui, on peut guérir de quelque chose. Mais est-ce que quelque part on passe réellement à autre chose? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'on peut tirer une expérience, un enseignement, une réflexion pour faire en sorte que les choses, encore une fois, se passent encore mieux parce qu'on a vécu quelque chose, Dieu merci, qui épargne un certain nombre de personnes? Encore une fois, certainement. Il faut essayer de voir, est-ce que ça entraîne un renouveau, un changement profond de l'être? Je crois que certainement il y a des changements qui interviennent par rapport à une idée de relativité, qui est beaucoup plus présente peut-être qu'autrefois. C'est-à-dire que les points de détail sur lesquels on s'appesantissait, précédemment, vont peut-être disparaître quelque part. Mais est-ce qu'on ne va pas s'appesantir aussi sur d'autres types de détails? C'est possible également. Il ne faut jamais l'exclure. Donc quelque part, c'est plutôt dire, on a vécu une expérience, on considère qu'il y a une forme de rémission, pour utiliser ce mot. Mais cette expérience, encore une fois, on s'en serait passé, mais elle doit nous permettre de voir ou d'essayer de comprendre qu'il y a peut-être d'autres opportunités, d'autres possibilités dans la vie. Mais est-ce que ça veut dire un changement profond de notre être? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas au déterminisme en tant que tel de l'être humain. Je crois qu'on est acteur de ses actes, acteur de ses actions. Et on est acteur face à des problématiques comme ça. Donc, ou bien on essaye d'en faire quelque chose, non pas pour passer à autre chose, mais pour dire on est passé par quelque chose qu'on se serait bien épargné, mais qu'on n'a pas pu, auquel on n'a pas pu échapper. Certes, ça, ce constat, on est en capacité de le faire, et à partir de là, dans la vie de tous les jours, il faut essayer de se positionner le plus positivement possible. Je dis le plus positivement parce qu'on n'est jamais, on n'est pas son meilleur juge, encore une fois. On peut continuer de faire des erreurs, mais quelque part, les erreurs nous renverront. C'est là où l'expérience prend son importance, c'est-à-dire que ces erreurs nous diront attention, à un moment, il y a eu aussi quelque chose d'une autre nature. Voilà. Il ne faut pas être mauvais perdant avec la vie. Il faut pas être mauvais perdant. Parce que c'est toujours cette difficulté que l'on a en tant qu'être humain à aller vers les situations qui sont faciles, que l'on accepte très facilement, dans lesquelles on est bien, mais pour lequel, dès qu'il y a une modification, une transformation, il y a quelque chose qui est très compliqué pour essayer de reconstituer. Ben non, oui, c'est passé, mais la reconstitution fait partie aussi du possible, donc acceptons-le. Donc, quelque part, oui, il faut toujours nourrir son existence de choses faites de configurations multiples, plus ou moins faciles, etc. Pour finir, est-ce que tu as des messages pour les patients ou les proches aidants? Moi, je dirais simplement acceptez l'aide. Posez-vous la question de l'opportunité de l'aide. Première chose. La deuxième observation que je ferai, c'est que l'aide, il faut trouver l'aide qui convienne. Et là, il faut accepter de faire des erreurs, de considérer que ça ne convient pas forcément. Mais ça veut dire aussi que l'aide, quelque part, elle est nécessaire. Moi, j'ai pas été sur une forme d'aide telle qu'on peut l'imaginer à travers une structure telle que vous l'exercez.
mais la relation aux autres a été aussi une forme d'aide. Donc l'aide est multiple, multiforme. Et lorsqu'il y a des professionnels qui peuvent apporter, notamment sur certains types de cancers, qui sont quand même bien particuliers, où là, ce type de besoin est peut-être encore plus présent, plus nécessaire, plus que nécessaire. C'est ça, c'est là où il faut véritablement s'interroger et accepter ça. Tout ça, effectivement, on dit ah oui, mais ça a un coût. Non, ça n'a aucun coût. C'est que du bénéfice. Le coût, c'est un coût matériel, mais le coût matériel n'est pas essentiel. Le coût matériel, il y a d'autres formes de coûts dans la vie qu'on supporte et qu'on garde intérêt, alors que celui-là a un réel intérêt. Donc oui, accepter les soins support, encore une fois, adapter à nos besoins, acceptant les principes qu'il puisse y avoir des corrections en cours de route, mais toujours se situer sur un élément qui est fondamental, c'est l'humain. Et l'humain passe à travers tout ça. Et là, on n'est pas sur tel type de soin, tel type de soin, on est sur quelque chose qui est encore une fois transversal. Si la transversalité existe et que le type de soin est adapté au cas de la personne, encore une fois, quel bénéfice! Quel bénéfice! Je pense que la structure que Genco est absolument, encore une fois, non seulement une opportunité, mais je dirais même une nécessité, encore une fois. Donc c'est ça qu'il faut essayer de prendre en compte et il faut continuer dans... Il y a énormément de besoins chez les gens qui sont confrontés à la maladie, comme des besoins chez les gens qui ne sont pas confrontés à la maladie. Mais la maladie, malheureusement, n'est pas une personne. Donc il faut accepter que ça, c'est partie de l'existence et aller vers des structures. Et la force de votre structure, c'est qu'effectivement, elle apporte quand même elle apporte vraiment quelque chose. Et en plus, encore une fois, elle se situe sur le bon créneau. Le créneau, quel créneau finalement qu'est-ce que les êtres humains, de quoi les êtres humains ont besoin? Et quand les êtres humains sont confrontés à quelque chose de dur, on a encore plus besoin de ce genre de structure. Et l'intérêt, c'est que le milieu médical, encore une fois, intègre encore de plus en plus, alors c'est peut-être moi qui le découvre de manière un peu tardive, mais intègre de plus en plus l'ensemble de cet environnement qui, encore une fois, est une des clés de la réponse à la maladie. Parce que s'il suffit de dire on a un corps au pied, on soigne le corps au pied et puis tout est terminé, on a un cancer, on soigne le cancer et tout est terminé, ce serait fantastique. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc on est bien sur une problématique d'accompagnement et d'environnement. Donc longue vie Anchenko. Merci Bernard pour ton témoignage. Merci beaucoup. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.